je veux me présenter moi aussi déjà. Alors, je m'appelle Floriane Olivier, je suis orthophoniste. Donc, je travaille dans une école spécialisée aussi, comme Geneviève qui vient de se présenter. Et on a aussi des jeunes, effectivement, avec une déficience intellectuelle. C'est un critère pour entrer dans notre école, une déficience moyenne à profonde, donc des élèves de tout niveau dans la déficience. Puis ces élèves-là ont aussi un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience motrice grave. Donc il faut généralement qu'ils aient au moins soit une déficience profonde, soit une déficience moyenne à sévère avec un autre diagnostic là, pour être nos élèves. Nous aussi, la plupart de nos élèves ont vraiment besoin d'un outil de CAA parce qu'ils sont très très peu verbaux ou pas du tout. Donc on est en plein dans la CA avec la majorité des élèves de notre école. Donc, ça fait depuis 2015 que je travaille dans cette école-là avec ces jeunes. Puis, bon, ben, j'aime tellement ça que j'ai envie de vous en parler. Voilà un peu pour me présenter moi. Mais pour ma part, je suis Julie Paquet, je suis enseignante en adaptation scolaire et sociale. Floriane et moi travaillons ensemble depuis quelques années déjà. Donc, j'enseigne dans la même école. Dans une classe, je suis titulaire de 6 élèves qui ont une déficience intellectuelle moyenne à sévère et une déficience motrice grave associée. Ça peut être ils ont besoin d'une marchette où ils se déplacent en fauteuil ou certains ont même des atteintes au niveau des membres supérieurs. J'en suis pas à ma première rentrée. Je suis à cette école depuis 2007. Je peux vous dire que je progresse. J'ai progressé d'une rentrée à l'autre. J'espère vraiment continuer de progresser. J'aime en apprendre plus sur les meilleures pratiques pour amener mes élèves plus loin. Ils ont tellement des besoins spécifiques et je trouve que ce que j'expérimente sur la CAA en classe, c'est vraiment gagnant. Puis j'aime en apprendre toujours plus et expérimenter et partager avec vous tout ce que j'observe en classe, les points positifs, les petites difficultés. Si ça peut servir à quelqu'un, ben j'en suis ravie. Oui, c'est vrai. Puis comme dit Julie, on a vraiment toujours beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine-là. Puis c'est ça, d'une rentrée à l'autre, on essaie de faire mieux, puis d'emmener les jeunes plus loin. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que ce qu'on va vous partager, ben, c'est où est-ce qu'on en est maintenant dans nos apprentissages, dans nos connaissances. Et on est certaine que dans les mois qui viennent, on va sûrement avoir des mises à jour et tout ça. Donc, soyez indulgents avec nous parce que c'est ça, hein, on est encore beaucoup dans la recherche de ce qui fonctionne le mieux, de ce qui aide le mieux nos élèves à communiquer. Je pense que peut-être vous qui êtes là, vous vivez ça aussi. Hein? On voudrait en savoir plus vite, mais c'est vrai que bon, on doit être patient et apprendre au fur et à mesure, découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qui fonctionne, puis le mettre en place. Alors, voilà. Là, aujourd'hui, en fait, on va répondre à une des questions qui nous a été envoyée par rapport au thème de notre premier Facebook Live, qui était le thème de ce mois. Donc, le retour à l'école, on est en septembre, on trouvait que c'était un bon thème. Donc, évidemment, on va répondre à cette question, mais si vous, pendant qu'on parle, vous avez des questions, des commentaires, toutes sortes de réactions, ben, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires pour qu'on puisse les lire au fur et à mesure, puis vous y répondre. Si on manque de temps aujourd'hui, parce que on a juste 45 minutes, ça va passer vite, mais c'est sûr qu'on va garder vos questions, puis on va s'assurer d'y répondre d'une manière ou d'une autre, soit dans un prochain Facebook Live, soit dans une prochaine publication, soit par courriel. En tout cas, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir d'échanger. C'est vrai qu'avec Facebook, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est un peu moins interactif, mais au moins, on va pouvoir vous lire, même si on ne vous entend pas. On va se sentir moins seul si vous faites des petits commentaires, Effectivement. vous posez des questions. Oui, c'est vrai, parce que là, ça fait un peu monologue. Là. J'espère qu'on n'est pas trop ennuyeuse. Donc, ben, Julie, je te laisse parler de la question à laquelle on va répondre, puis commencer. Oui, allons-y avec la première question. Je vais me permettre de la lire parce que je veux vraiment bien exposer ce
ce que Barbara nous a fait part. Donc, elle dit, nous avons plusieurs jeunes non-verbaux en bris de fonctionnement. Ils sont nouveaux, nous les connaissons peu, mais souhaitons établir une communication agréable pour qu'ils se sentent compris. Moi, à ça, je trouve ça vraiment intéressant comme témoignage parce que je pense que c'est la réalité que plusieurs personnes vivent dans leur milieu. Hein. La rentrée, souvent les jeunes arrivent d'une autre école ou changent de classe, se retrouvent avec des nouveaux intervenants, tout ça. C'est certain que ça doit générer beaucoup d'anxiété. Si je peux faire le parallèle avec, par exemple, si on m'envoyait dans un autre pays, un pays étranger où je parle très peu la langue, que l'écriture, c'est pas la même que nous, je comprends donc pas tout le visuel qui est affiché, je parle pas la même langue, je sais pas où je suis. Ça se peut que je sois vraiment très anxieuse, que je sois pas bien, que je veux m'en aller chez nous. C'est un peu peut-être ce que vivent nos jeunes quand ils arrivent dans un nouveau milieu. Donc, il faut essayer de faire en sorte qu'ils vont s'adapter plus rapidement. Par exemple, si dans le pays étranger, je finis par repérer le logo, là, voyons, l'affiche de l'hôtel où je vais dormir, ben, je vais déjà me sentir un peu rassurée. Je suis capable de repérer où je vais me coucher, c'est rassurant, je me sens mieux, je suis plus disposée à explorer le milieu où je me suis retrouvée. Donc, c'est un peu pareil pour nos jeunes. Il faut mettre en place rapidement des mesures qui vont faire en sorte qu'ils vont s'adapter à leur nouveau milieu, que l'anxiété de nouveauté va diminuer. Donc, je pense que c'est une priorité avant de stimuler la communication de toutes sortes de manières. Il faut vraiment penser à mettre en place des mesures qui vont calmer un peu l'anxiété. Donc, je prendrais peut-être quelques instants pour vous donner les mesures que je trouve les plus importantes, là, que probablement que vous ou Barbara, dans votre milieu, il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais je vais prendre un instant pour exposer celles que je pense qui sont bien, bien importantes. Donc, c'est important de rendre l'environnement prévisible. Comme je disais tout à l'heure, ben, quand je suis dans un pays étranger, que je m'aperçois que l'hôtel est à cet endroit-là, ben là, je peux prévoir où je vais dormir cette nuit, c'est rassurant. C'est pareil pour les jeunes. Donc, il faut prévoir peut-être afficher quelque part leurs endroits personnels, son vestiaire, son bureau peut-être, tous les endroits où il va pouvoir retrouver le matériel nécessaire à son fonctionnement. Par contre, il ne faut pas surcharger l'environnement parce que sinon, on arrive à l'effet inverse. Le jeune va avoir tellement d'informations à gérer qu'il ne pourra plus se retrouver non plus. Donc, il faut vraiment doser puis vraiment choisir l'essentiel de ce qu'on va afficher pour que le jeune se repère. Ensuite, c'est sûr que d'utiliser un horaire visuel, c'est très, très aidant. C'est possible que le jeune que vous accueillez a déjà appris à utiliser un horaire. Idéalement, ça serait d'utiliser un système qui est très, très semblable à ce qu'il connaît déjà. Donc, il y a quelque chose sur lequel se référer. Puis si jamais, ce n'est pas quelque chose qu'il a l'habitude, c'est toujours bon de lui permettre d'anticiper ce qui s'en vient. Donc, s'il n'utilisait pas un horaire déjà, vous pouvez tout simplement afficher une image de l'activité en cours, puis la suivante. Au moins, il peut anticiper l'activité qui s'en vient. C'est rassurant encore une fois. Il y a certains jeunes qui ont besoin de plus qu'un horaire. Ils ont besoin de se situer dans le temps, au courant de l'activité. Ils ont besoin de savoir quand l'activité débute et quand elle finit. Ça va être un repère de temps qui va être très utile pour lui permettre de mieux anticiper là, quand la prochaine activité va débuter. Donc, ça peut être un time timer, un sablier. C'est toujours utile avec nos jeunes pour les calmer une certaine anxiété. Ensuite, quand vous leur parlez, c'est toujours bien aussi d'avoir des repères concrets, d'être capable d'avoir un... Non, c'est pas ça,
Excusez! C'est stressant. De soutenir, oui, c'est stressant. Je vais y arriver, Florian. Donc, de soutenir leur compréhension par des outils visuels, c'est ce que je voulais dire. Donc, quand vous leur parlez, s'ils n'ont pas d'outils de communication sur lesquels vous pouvez modéliser, vous pouvez toujours faire un petit dessin qui va représenter ce que vous leur dites. C'est certain que si le jeune vit beaucoup d'anxiété, ça se peut qu'il ne soit pas disposé à être attentif à ce que vous lui dites. Le fait d'avoir un visuel qui accompagne ce que vous dites va lui permettre de centrer un peu plus son attention. Ça peut aussi soutenir un jeune qui a des difficultés de compréhension au niveau du langage ou un jeune qui a des difficultés avec sa mémoire auditive. Donc, le dessin reste et ça soutient ce que vous lui dites. Encore une fois, il ne faut pas surcharger le jeune, il faut y aller avec des consignes claires ou de courts énoncés, vraiment avec l'essentiel de ce que vous avez à lui dire pour ne pas, encore une fois, donner trop d'informations à gérer. Ensuite, je pense que si vous voulez favoriser les interactions, que le jeune ait envie d'interagir avec vous, c'est toujours gagnant d'aller avec des activités qu'il aime. Donc ça, en début d'année, comme vous ne connaissez pas toujours bien vos élèves, on apprend à les connaître, bien, vos meilleurs alliés, ça va être les parents. Donc, d'avoir la collaboration des parents, d'échanger avec eux sur les intérêts de leurs jeunes, ça va vous aider dans les premiers jours à offrir des activités qui vont être intéressantes pour lui puis qui vont lui donner envie d'être dans ce milieu-là puis peut-être tranquillement d'interagir un peu plus avec vous. Donc, c'est aidant en attendant d'apprendre à connaître vos jeunes puis de pouvoir découvrir par vous-même leurs intérêts. Je pense aussi que c'est toujours pertinent de prévoir des pauses dans son horaire. Ça n'a pas besoin d'être des longues pauses, mais juste le fait de lui permettre de décompresser, il va être peut-être un peu plus disponible pour les activités d'apprentissage que vous aviez prévues avec lui. Je pense, Barbara, que votre témoignage est super intéressant. Déjà, je sens que vous êtes sensible à ce que vos jeunes se sentent bien dans votre milieu. Vous êtes sur la bonne voie. Avec toutes des mises en place comme ça, des mesures comme ça, bien, vous allez pouvoir calmer plus rapidement l'anxiété de vos jeunes. Peut-être que les comportements vont diminuer, on le souhaite en tout cas. Puis c'est ensuite que vous allez pouvoir investir vraiment plus d'énergie à stimuler la communication de votre jeune. Je pense que Floriane a quelque chose à ajouter en plus par rapport à la communication. Oui. En fait, c'est vrai que une fois qu'on a cette disponibilité avec un jeune qui comprend mieux son environnement, ben, il va être beaucoup plus disposé et réceptif à ce qu'on aille vraiment travailler plus de communication avec lui au quotidien. Une des premières choses, je pense, que je ferais avec des nouveaux élèves que je ne connais pas, c'est déjà d'aller voir est-ce qu'il y a un système de communication qui existe, est-ce que quelque chose a été mis en place, que ce soit dans les années précédentes, si l'élève était dans une autre école, aussi auprès de la famille, qu'est-ce qui a déjà été essayé, comment le jeune fonctionne, comment il communique, est-ce qu'il a aussi dans son outil de communication, s'il en a déjà un, les mots dont il a besoin pour se faire comprendre au quotidien. Il peut y avoir, ça peut être les personnes qu'il va être amené à voir à l'école, les locaux de l'école, certaines activités, du matériel scolaire aussi dont il pourrait avoir besoin. Est-ce qu'il faut s'assurer que ce soit présent dans sa tablette si c'est une tablette, dans son cartable PEC si c'est un cartable. Donc d'aller vérifier déjà ça. Qu'est-ce qui a été fait pour ne pas recommencer à zéro, parce que chaque fois qu'on recommence, ben, tout ce qui a été enseigné avant, c'est perdu. Donc, et puis le jeune doit se réadapter encore, donc c'est mieux de partir de ce qu'il a déjà. Aussi, ben, c'est ça va être intéressant de savoir, OK, comment ce jeune, il communique à la maison. Parce que ben, s'il a changé d'école, c'est pas toujours facile d'avoir un aperçu de ce qui se passait avant dans ce milieu-là. Mais par contre, le jeune est toujours avec sa famille, donc comment il communique, est-ce qu'il y a des demandes précises aussi que les parents vont avoir sur la communication de leurs jeunes? Parfois aussi, on va avoir des familles qui ont vraiment déjà beaucoup de connaissances sur la CAA, qui ont
qui voudraient introduire, mettons, une tablette, une application. Et puis parfois, on va avoir des parents aussi qui disent, moi, mon jeune, je le comprends à la maison. J'ai pas besoin de cartable, j'ai pas besoin de... En fait, pour les Français, cartable, ce sera classeur. Donc, j'ai pas besoin de cahier de communication parce qu'il se fait comprendre. Donc, on va avoir un travail à faire comme orthophoniste et même comme enseignant pour aussi sensibiliser la famille sur le fait que peut-être que, oui, votre enfant est capable d'aller chercher ce qu'il a besoin, donc des choses, mais il a peut-être d'autres choses à exprimer que juste aller chercher des objets ou aller dans le frigo chercher des aliments. Peut-être aussi que parfois il voudrait dire qu'il n'aime pas quelque chose, qu'il veut pas quelque chose, qu'il a mal. Peut-être qu'il va avoir envie de faire des commentaires et d'exprimer plus que des demandes. Et puis, parfois, il va peut-être vouloir quelque chose qui est absent. Donc, on ne peut pas faire savoir ce qu'on veut si on n'y a pas accès non plus. La réponse à ça, c'est un outil de CA, de communication alternative. Donc, il y a parfois, quand on va s'informer sur sa communication à ce jeune-là à la maison, il va falloir savoir aussi où en est la famille, quelles sont ses attentes, et parfois même créer une demande chez la famille qui pense que son jeune n'a pas forcément besoin d'un appareil de communication. Une autre chose aussi, c'est de voir au quotidien, en tout cas dans le milieu scolaire, parce que c'est sûr qu'on n'a pas la chance, en tout cas nous, dans notre milieu, on ne va pas à la maison, ça ne fait pas partie de notre mandat. Mais au moins, on peut se prononcer sur ce qui se passe à l'école et c'est d'aller voir aussi auprès de l'enseignante et même aller observer en classe quelle brille de communication le jeune vit au quotidien. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable d'exprimer, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'apprendre à dire pour aller mieux, pour ne pas se désorganiser, parce que parfois, ça va être juste que ce jeune soit capable de dire qu'il trouve que c'est bruyant autour de lui, qu'il a oublié quelque chose et qu'il aimerait ça l'avoir pour être capable de passer sa journée. Donc, des fois, c'est des toutes petites choses, mais comme ils ne peuvent pas les exprimer, ça va se traduire par des désorganisations et donc les élèves sont moins disponibles et puis ça va moins bien dans la classe à ce moment-là. Donc, déjà de voir qu'est-ce qu'on a besoin de lui apprendre rapidement pour qu'il puisse se faire comprendre et une fois qu'on l'a identifié, essayer de justement produire soit des pictogrammes, soit d'aller ajouter dans les tablettes le vocabulaire nécessaire et évidemment exposer ce jeune-là à l'utiliser donc, au quotidien. Ce que je fais beaucoup dans l'école, c'est que je demande aux profs de remplir des petits tableaux, des inventaires sur... désolé. Okay. Je leur demande de remplir des petits inventaires avec tout le vocabulaire qu'ils auraient besoin par situation. Par exemple, mettons quand l'élève arrive le matin, qu'il sort du taxi, nous il arrive avec des transports spéciaux pour eux. Est-ce qu'il a déjà des choses à exprimer? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir besoin de demander ou d'exprimer en arrivant? Ils arrivent dans la classe, puis là, ils veulent qu'on les laisse tranquilles parce que parfois, ils ont eu trop de stimulation en venant, donc est-ce qu'ils seraient capables de pouvoir dire « je veux être seul ». Donc d'aller chercher vraiment à travers ces inventaires toutes les informations qu'il faut pour enseigner le bon vocabulaire à l'élève. Donc ça aussi, ça permet de répondre rapidement à un besoin en allant cibler vraiment chaque contexte dans le quotidien de l'enfant pour lui donner les bons mots et faire en sorte qu'il soit plus fonctionnel. Aussi, on a des profils d'élèves différents. Nous, dans notre école, on va avoir des élèves qui dès le départ, vont nous regarder, vont essayer d'attirer notre attention, soit par un regard, soit en vocalisant. Et il y a déjà des bases intéressantes au niveau de la communication. On voit qu'ils dirigent leur communication déjà. Puis ça peut être, mettons, un jeune qui est en train de regarder une vidéo, puis sa vidéo s'est arrêtée. Et puis là, il se tourne, il nous regarde, il dit encore. Donc, quand on a déjà ce début de communication, ça va être intéressant d'aller vers tout de suite un système de communication un peu plus robuste où on va avoir du vocabulaire qui va permettre à l'élève d'aller un peu plus loin dans ce qu'il exprime. Il est peut-être déjà un mot, donc on se dit on va pouvoir aller l'amener à varier, à dire peut-être encore musique, peut-être à faire des commentaires si on voit que il montre d'une façon qu'il aime la vidéo ou qu'il n'aime pas, on va pouvoir déjà commencer à modéliser des mots comme aime ou aime pas la vidéo. Et on ira peut-être déjà vers une tablette avec une application où il y aura déjà plusieurs mots de programmer, un peu comme
des applications plus robustes, où on a une base de vocabulaire déjà installée. Ça serait pour un jeune qui n'aurait pas encore de moyens de communication, puis on se demande qu'est-ce qu'on met en place. Ben, ça pourrait déjà être ça. C'est vrai qu'on a d'autres élèves qui, eux, vont pas chercher spontanément à initier de la communication. Donc, par exemple, il leur manque quelque chose, ou ils ont une difficulté dans leur travail, puis ils vont rester assis à leur bureau, puis à rien faire, à attendre. Ils vont pas tourner la tête, ils vont pas essayer que quelqu'un vienne, donc ils vont juste attendre. Puis si on s'en aperçoit pas, ils pourraient attendre de longues minutes avant qu'il se passe quelque chose. Donc c'est des élèves qui, par exemple, il y a quelque chose qu'ils aimeraient beaucoup avoir, mais ils vont pas avoir le réflexe d'essayer d'aller voir la personne qui l'a pour l'obtenir. Donc ils vont rester beaucoup plus passifs. On va moins reconnaître des intentions de communiquer chez eux. Avec ces élèves-là, on va parfois plutôt mettre en place un système de type un peu PEX, échange d'images, au départ, pour aller créer un peu les bases de la communication, que le jeune apprenne que, OK, quand je veux quelque chose, quand j'ai besoin d'aide, je peux aller vers quelqu'un, et il faut que je sois assez proche de la personne, puis que j'échange une image qui va faire comprendre ce que je veux. Donc c'est une porte d'entrée, puis on voit que ça marche vraiment bien avec nos élèves les plus faibles, qui vont commencer à adresser leur communication, qui vont commencer à avoir un intérêt à aller vers les adultes pour exprimer qu'ils ont besoin de quelque chose ou qu'ils aimeraient avoir quelque chose. Puis après ça, ben c'est sûr qu'une fois que ces petites bases-là vont être en place, parce qu'elles sont plus à leur portée, mais on va essayer de chercher justement comment ajouter à ça plus de vocabulaire qui va leur permettre d'exprimer plus de fonctions de communication, des énoncés plus longs. Donc, pareil avec des applications de communication robustes ou des tableaux de langage assisté, parce que ça va leur permettre vraiment de développer une communication plus complète. Donc, c'est des pistes. C'est sûr que chaque élève est différent. Là, on voulait répondre à Barbara avec des idées, mais c'est sûr que il faut prendre le temps vraiment d'analyser chaque élève puis de voir, parce que la décision du système de communication, c'est une décision qui se prend pas à la légère. Je pense qu'il faut vraiment la prendre en équipe. Il faut que ça convienne autant à la famille qu'au milieu et aux capacités du jeune aussi, et ses capacités aujourd'hui, mais aussi ses capacités dans plusieurs années. Parce que chaque fois qu'on met en place quelque chose, bien, toutes les modifications qu'on fait, ça a un impact sur les apprentissages de l'élève, et on ne veut pas qu'il ait à apprendre et désapprendre et réapprendre, surtout parce que nous, en tout cas dans notre école, ils ont quand même aussi une déficience intellectuelle et pas mal de troubles finalement d'apprentissage. Donc tout est plus long et plus difficile pour eux. Donc c'est important vraiment de penser à long terme pour que ce qu'on commence à leur apprendre, ça puisse se consolider avec les années et puis qu'ils puissent devenir le plus fonctionnel possible dans leur communication. Donc, c'était un peu ça les pistes de réponse qu'on avait pour Barbara. Si vous avez des réactions, des questions, des commentaires par rapport à ça, des avis différents, on est vraiment ouverte à les lire, parce qu'on ne peut pas les entendre. Malheureusement. Ouais. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de façons, sûrement beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Puis ça va être super de pouvoir les partager avec vous ou avoir aussi vos retours. Ouais, je pense qu'on se fait. Ah oui, directement? Non. Oui. Ah. En fait, c'est ça. On allait faire un petit retour sur les publications qu'on a mis en ligne ce mois-ci. Donc, on était dans le thème de la rentrée. Le retour à l'école, et donc dans ce thème-là, on a voulu commencer à mettre nos premières publications en ligne sur notre site sadissa.com, et donc on a abordé différentes sortes de publications, puis ça nous intéresse aussi de savoir quel genre de publications vous avez aimé, parce que à partir de là, nous, on va pouvoir ajuster. Le but de notre site, c'est vraiment de répondre à des besoins. Comme nous, on essaie de créer le site qu'on aurait aimé trouver quand on avait beaucoup de questions et beaucoup de recherches. On en a encore, et on en trouve aussi, souvent en anglais quand même, mais bon, à force, on espère qu'en français, il va en avoir encore plus. Donc, par rapport à ce qu'on a publié, on a publié des articles en lien avec des ressources, donc des vidéos, des articles qu'on a trouvés sur des sites comme Practical AAC,
ne critiquez pas mon accent anglais. Je sais que je suis vraiment francophone, ok? Mais on s'est inspiré beaucoup de ce blog parce qu'il est vraiment, c'est vraiment un blog qui est complet et qui est très à jour. Donc, on vous a partagé certaines publications en lien avec ce site-là. Puis aussi avec certaines conférences qu'on a suivies sur AEC in the Cloud. Donc ça, c'est un événement, des conférences qui se donnent sur 2 journées en mois de juin chaque année. Puis il y a une quarantaine de conférences qui restent en ligne ensuite au moins 6 mois et plus, à moins que les présentateurs demandent que ça soit retiré. Mais c'est vraiment intéressant, c'est sur beaucoup de sujets en lien avec la CAA. D'ailleurs, on a eu la chance de présenter une de ces conférences en français cette année, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue et si le sujet vous intéresse. Vous en saurez un peu plus sur notre quotidien avec la classe de Julie, entre autres, sur la mise en place du vocabulaire de base, que c'est quelque chose qu'on a vraiment commencé à cibler, parce qu'on s'est rendu compte que c'était nécessaire pour que les élèves puissent vraiment passer de un mot, une demande avec un nom commun à toutes sortes de phrases pour toutes sortes de fonctions de communication. Donc, on a des élèves qui commentent, qui même interagissent beaucoup plus les uns avec les autres, qui se font des blagues. On a des élèves qui nous traitent de bébés maintenant, puis qui sont vraiment, qui utilisent vraiment un vocabulaire qu'on n'aurait jamais imaginé avant. Donc, vraiment... ça nous passionne, donc on en a parlé dans la conférence AEC in the Cloud. On va sûrement vous en reparler aussi dans les prochains mois à travers toutes nos publications. Puis on a aussi publié des vidéos. Ça, Julie, oui. Tu peux en parler un peu? Oui, en fait, c'est ça. Donc, on a divisé notre site web sadissa.com en différentes catégories. Floriane nous a parlé des ressources là, dans la section « On a vu ça ». Il y a la section « Regardez ça » où vous trouverez les capsules vidéo. C'est des petites capsules très courtes où je donne des idées quoi faire avec vos jeunes pour la rentrée. Des petites idées pour stimuler une activité pour personnaliser les casiers des élèves à la rentrée tout en utilisant la CAA, les outils de communication. Et comment les jeunes peuvent mieux se connaître dans la classe grâce à la CAA. Donc, c'est tout simple, mais des fois, c'est inspirant pour vous. En tout cas, on le souhaite. Puis, c'est ça, les dernières sortes de publications qu'on a commencé à mettre en ligne, c'est en rapport avec aussi des articles scientifiques ou des études qu'on lit. Donc là, la première qu'on a presque fini de couvrir, c'est la perception des familles sur la CAA. Donc c'est un article qui est vraiment récent, il date de juillet 2022, donc on était vraiment contents de le trouver. Et c'était vraiment intéressant aussi de voir comment les familles perçoivent les appareils de communication, comment ils perçoivent les ressources dont elles disposent, l'accompagnement. Puis d'ailleurs, on avait même un témoignage d'un parent qui est membre du groupe. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais en tout cas, c'était intéressant de voir que ce qui se passe dans le milieu anglophone, ça se passe aussi au Québec et probablement même en Europe. Que les familles manquent de support, manquent d'accompagnement, que les professionnels qui travaillent avec les familles n'ont pas toujours assez de connaissances en CAA. Puis, tu sais, nous-mêmes, on travaille beaucoup pour être le plus à jour possible, mais c'est clair qu'on a encore énormément de choses à apprendre et que l'accompagnement qu'on donne aux familles est vraiment encore à améliorer. On essaye, justement, en lisant des articles comme ça, on se dit, OK, on va vraiment s'ajuster aussi. Là, on va essayer de rencontrer les parents. On essaie d'avoir une rencontre avec eux au début de l'année pour leur expliquer un peu comment on travaille, comment on modélise. Puis on se rend compte que c'est même un soutien encore plus personnalisé dont les familles ont besoin. Donc, il faut qu'on regarde aussi qu'est-ce qui est possible, nous, dans nos milieux scolaires. Et on se dit aussi qu'en faisant peut-être ce qu'on fait à travers ce site, d'autres professionnels qui peuvent, eux, aller à la maison, vont peut-être aussi découvrir ces ressources puis aider mieux les parents à les implanter avec les jeunes. Donc c'était intéressant et chaque mois, on va essayer d'aller vous parler d'au moins un article scientifique qu'on a lu en lien avec le thème qu'on aura choisi pour le mois. Mais c'est sûr que si vous avez des demandes, il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les écrire aussi, des thématiques en particulier, parce que chaque mois, on va avoir un thème différent en lien avec la CAA, évidemment. Donc, et
vos besoins sont aussi les nôtres. Ce qui vous intéresse va nous intéresser et va aussi nous permettre de progresser dans nos pratiques. Donc, j'aurais voulu vous faire un petit sondage sur vos publications préférées, mais je vais peut-être manquer de temps pour le faire. Donc, peut-être vous pouvez juste nous écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé, quel genre de publication vous aimez le plus. Et puis, si vous avez des suggestions d'autres publications ou des demandes de contenu en particulier, vous pouvez nous les transmettre aussi dans les commentaires. Donc, c'est pas mal ça pour nos publications. Est-ce que je vois qu'on a une autre j'ai vu qu'il y avait une autre question. Oui. OK, Sabrina demande pour un jeune passif, pourquoi ne pas modéliser sur un outil robuste au lieu de lui proposer quelques pictos qui restent limitants? Ah, ça, c'est une question intéressante. C'est une question que, j'avoue, je me la pose en même temps que vous. Nous, en fait, on était vraiment beaucoup dans PEX jusqu'ici avec la majorité de nos élèves TSA. Et on a commencé justement à se tourner vers des outils robustes, plus avec notre clientèle qui n'a pas forcément encore qui n'a pas le TSA. Donc les élèves de Julie sont des élèves avec déficience moyenne puis déficience motrice grave. Et vraiment tout ce qu'on a travaillé jusqu'ici au niveau du vocabulaire de base, d'aller travailler vraiment au quotidien, on l'a implanté dans sa classe puis dans une autre classe avec cette clientèle parce qu'on voulait vivre des succès rapidement. Enfin, nous, quand on a commencé ça, c'était une découverte pour nous. On n'avait jamais entendu parler du vocabulaire de base, de la modélisation. C'était vraiment nouveau. Là, je parle d'il y a 3 ans. Donc, 3 ans, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps pour dire à quel point, effectivement, ça existe depuis plus longtemps que 3 ans, mais ça fait juste 3 ans qu'on a vraiment commencé à travailler là-dessus. Donc, vraiment, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Puis, en voyant comment ça a fonctionné avec nos élèves en déficience motrice puis en déficience intellectuelle, on s'est dit, on veut l'essayer aussi avec nos élèves TSA. Mais là, on est en train, justement, on va commencer à bâtir ce genre de... On va faire un jumelage un peu de PEX qui est déjà installé, puis des TLA, des tableaux de langage assisté. Puis, éventuellement, ce qu'on voudrait, c'est passer tranquillement à des tablettes avec des applications robustes directement pour modéliser. Aussi, un des défis qu'il y a au niveau de la modélisation, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour la plupart des professionnels, même pour nous dans l'école, nos profs, et que ça ne s'implante pas, il faut apprendre, ça s'apprend. C'est en le faisant qu'on l'apprend, mais ça va marcher si c'est fait vraiment au quotidien, autant par les intervenants que par les familles. Donc, éventuellement, c'est vraiment vers là qu'on veut aller, modéliser rapidement sur des TLA, sur des tablettes avec des outils robustes, comme vous dites. Mais pour le moment, il faut laisser un peu... faut prendre le temps de bâtir ces outils, puis il faut prendre le temps aussi que les intervenants soient prêts à les utiliser et les introduire. On va commencer à les introduire, ça va être fait en plus dans les prochains mois. On a commencé à en parler à plusieurs intervenants de l'école. Et ils sont vraiment excités à l'idée de le faire, mais en même temps, il va falloir les accompagner aussi pour qu'ils puissent bien le mettre en place. Donc, ce qu'on voit quand même, pourquoi les pictos, pourquoi on est quand même on continue le PEX aussi avec beaucoup d'élèves, c'est que rapidement, on voit qu'ils ont un moyen de se faire comprendre qui évite des désorganisations, qui évite même parfois ces élèves-là, à force aussi de ne pas savoir comment communiquer, ils vont commencer parfois à s'automutiler, à se gratter, à se faire saigner, puis pour éviter ça, c'est sûr que PEX répond rapidement à en tout cas des besoins de base ou des problèmes de base. Et il est bien possible qu'on obtienne les mêmes résultats avec des outils robustes. Ça, on ne l'a pas vécu encore avec cette clientèle. Donc, on ne va pas non plus enlever tout ce qui existe et qui fonctionne, en tout cas dans un premier temps. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas effectivement rester à ces pictos qui sont limitants. On est vraiment d'accord parce que... on le voit à un moment donné, oui, ils sont capables de demander de l'aide, ils sont capables de demander d'ouvrir des choses, ils sont capables de dire qu'ils veulent aller aux toilettes, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne sont pas encore capables de dire, comme refuser, dire qu'ils n'aiment pas quelque chose, puis comment ils se sentent. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler aussi et qu'on va travailler au fur et à mesure. Mais on est vraiment d'accord avec vous. Puis pour l'instant, on est un peu dans une zone de transition. On a beaucoup d'élèves en PEX encore.
mais qu'on veut les amener vers ces nouveaux moyens-là. Il faut les bâtir. Un TLA, ça se fait pas non plus. Ils ne tombent pas du ciel. Enfin, oui, il y en a, mais on veut quand même qu'il y ait... on veut vraiment réfléchir aux emplacements, que les mots soient les mêmes, mettons, que les mots aient les mêmes places dans les mots de base. Donc, tout ça, ça se pense, puis ça se fait quand même aussi en équipe. Et je pense que dans les prochains mois, j'aurai d'autres réponses à vous donner. Alors, mais si vous avez, vous, par exemple, des suggestions, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous utilisez déjà, puis que vous voyez des beaux résultats, ben, on est vraiment preneuse de vos conseils. Comme on dit, on est là pour partager ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, mais on a aussi énormément de questions. Je pense que c'est un piège un peu, plus on lit, plus on a l'impression qu'on sait rien, et plus on a de questions, et on trouve pas toujours les réponses comme on voudrait. Alors, j'espère que ça répond à vos questions, Sabrina. Et puis, en tout cas, merci de l'avoir posé. Je pense qu'on arrive presque au bout. Hein? Ben oui! T'avais beaucoup de choses à dire, Floriane, oui, c'est super intéressant. Si tu veux, tu peux aussi dire, je parle beaucoup, là. C'est bonne. On pourrait quand même vous annoncer de quoi on va parler au mois d'octobre. C'est le mois de la CAA, puis on pense que ça serait vraiment intéressant de parler de la modélisation. Hein? On en a parlé pour répondre à Sabrina, de l'importance de la modélisation. C'est vraiment au cœur de l'intégration de la CAA. Donc, on veut prendre le temps là, de faire le tour du sujet pendant le mois d'octobre à travers les différentes ressources qu'on lit sur le web, les articles scientifiques. On va publier des petites capsules vidéo sur le sujet. Je pense que ça peut être très intéressant pour le mois de la CAA d'aborder un sujet comme ça. Oui, je suis d'accord. Puis surtout que un des problèmes qu'on voit aussi, c'est mettre en place un cartable, un cahier de communication ou une tablette. Ça, c'est pas miraculeux. Si on modélise pas, les jeunes n'apprennent pas à les utiliser. Donc, on s'est dit, ça va être notre lien avec le mois de la CAA. Puis, on a hâte de vous partager tout ce qu'on va préparer sur ce thème-là. Donc, là, on arrive vraiment près de la fin. Alors, on voulait vous dire un gros merci de vous être connectés aujourd'hui. Si on arrive à le faire, normalement, on va essayer de faire en sorte que la vidéo reste en ligne. Donc, c'est la dernière manipulation qui nous reste à maîtriser. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui auraient voulu assister, qui n'ont pas pu entendre le live et que vous trouvez que ce live est pertinent, n'hésitez pas à le leur partager. Puis, c'est ça, c'était notre première, on s'en est pas trop mal sorti quand même, on est encore vivant, on s'est pas étouffé, donc c'est parfait. Mais c'est ça, on l'a fait un peu d'une manière, mais en vrai, si vous avez des suggestions, des conseils pour nos prochains Facebook Live, on est vraiment preneurs aussi pour pouvoir, pour que ça vous serve, que ça nous serve et que ça vous serve aussi. On aime bien parler, mais c'est assez stressant, donc autant que ce soit utile pour que l'effort ait un sens. Donc voilà, puis je pense il nous resterait peut-être... Oui, pour les gens qui consultent notre site sadissa.com, en vous inscrivant, vous pouvez vous abonner en fait au site et on prévoit commencer à envoyer des infolettres. Donc, on vous invite à ne rien manquer en vous inscrivant à notre site. C'est au bas de la page, là, vous allez voir, c'est assez facile à trouver dans la page d'accueil du site sadissa.com. C'est ça. Puis l'idée, c'est que les infolettres, on va vous les envoyer à peu près une fois par mois avec un récapitulatif des publications qu'on aura mis en ligne dans le mois qui vient de passer, puis peut-être l'annonce du mois suivant, puis toutes sortes d'informations qu'on va trouver pertinentes à mettre dedans. Donc, ça ne sera pas toujours la même chose d'un mois à l'autre, mais au moins, vous aurez un récapitulatif des publications. Donc, ça peut être pratique si vous n'avez pas le temps de... Il y a tellement de choses qui se publient sur Facebook et partout, toute la journée, toute la semaine. Au moins, vous saurez que ce que nous, avec Sadissa, on a publié. Donc, ça sera la prochaine... un des prochains courriels que vous recevrez dans votre boîte de réception si vous vous abonnez à notre site. Voilà, donc je pense que là,
on est à la fin. Donc, ben, en tout cas, merci pour vos commentaires. Ben, merci à Annick aussi et merci Geneviève là, pour vos petits commentaires. Donc, ça nous fait plaisir. Vous nous dites merci, ça veut dire que vous êtes quand même contents. En tout cas, nous, c'était une expérience intéressante de faire ce Facebook Live. Puis, ben, on reste disponible. Écrivez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Tout à fait. Merci beaucoup de votre présence. Merci. À la prochaine.